vous retrouver, bienvenue sur le plateau d'Ensemble c'est mieux, votre rendez-vous quotidien sur France 3 Paris-Île-de-France. Le vendredi, vous le savez, tout est permis et surtout de vous proposer le tout meilleur de notre semaine passée. Bien sûr, avec la belle équipe d'Ensemble c'est mieux, Nicolas Deuil, Julie Jacquard et Raphaël Yem. On a parlé de plein de choses et notamment des enfants précoces. Comment savoir s'ils le sont et comment mieux s'occuper d'eux. Et ça, c'était la visite de Jeanne Sio-Fachin. On vous a parlé aussi de la lauréate nationale du concours Talent des Cités. C'est Romane Méance. Elle a créé son business il y a 1 an seulement en voulant absolument s'implanter en territoire parisien difficile, précisément dans le 20e arrondissement de Paris. Et ça cartonne. Elle nous a raconté son parcours. Parcours, justement, c'est la discipline de Johan Leroux. Le parcours, c'est de l'acrobatie avec les éléments naturels de la ville, les éléments urbains. C'est absolument impressionnant. C'est le plus fort en France. Il est connu partout dans le monde. Il était sur notre plateau. Voilà pour l'essentiel du best-of, mais ça ne serait pas complet sans la surprise du chef Tanguy Karmarek. C'est parti. Il serait entre 200 000 et 300 000 en France. Les enfants précoces, on en parle de plus en plus, mais comment savoir si c'est réellement le cas? Est-ce que ça veut dire surdoué? Comment on fait pour qu'ils s'épanouissent? Puisque c'est quand même ça la grande question. Bienvenue à vous, Jeanne Sio-Fachin. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes psychologue clinicienne et psychothérapeute spécialiste de la question de la précocité. Vous avez créé votre association Zébra Alternative. J'ai cité ce chiffre de 200 000 à 300 000, sauf qu'il est plus flou parce qu'en réalité, il y a très peu d'études. Oui, mais ce qu'on sait en tout cas précisément, c'est que la population des enfants surdoués, précoces, zèbres, on va déterminer les appellations. Correspond à 2,3% de la population dans son ensemble. Donc quand on le ramène sur le terrain scolaire, ça fait effectivement entre 1 et 2 enfants par classe, mais ce sont des chiffres statistiques. Oui, c'est beaucoup, bien sûr, mais 2,3%, c'est beaucoup, en réalité. Et donc, les enfants précoces ont le cerveau toujours en ébullition. Ils ont leur propre façon d'apprendre et sont souvent hypersensibles. Mais ce ne sont pas pour autant toujours les premiers de la classe. Ils peuvent être aussi en échec scolaire. Alors, avant de voir comment déceler si son enfant a un potentiel et de voir comment l'accompagner au mieux dans sa scolarité, petit récapitulatif sur ce qu'on entend par enfant précoce. Maman, papa, je m'ennuie à l'école. Vous entendez souvent cette phrase? Eh bien, dites-vous que soit votre enfant est malin et a compris que l'école et vous, ça faisait 2, voire même plus, soit il est atypique. Et oui, c'est comme ça que l'on appelle les enfants à haut potentiel. On dit également enfants précoces ou même petits zèbres. Ça évite ainsi de coller une étiquette pas toujours adaptée à la personnalité de l'enfant. Oh, mon enfant est donc surdoué? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Les enfants à haut potentiel ne le sont pas tous. Mais alors, qu'est-ce qui change? Eh bien, l'enfant précoce réfléchit ou agit différemment de ses petits camarades. L'ennui à l'école est un symptôme fort, mais le manque de concentration l'est aussi. Il peut faire preuve d'une grande lucidité sur des sujets comme la mort, d'un perfectionnisme qui frise l'obsession, avoir un sens de la justice acéré et une hypersensibilité difficile à gérer. Avec tout ça, pas facile de suivre l'enseignement classique. D'ailleurs, 1 enfant sur 3 à haut potentiel rencontre des difficultés dans sa scolarité. Et le QI dans tout ça? En France, un enfant est communément considéré comme précoce quand son QI est égal ou supérieur à 130. Sur cette base, l'Organisation mondiale de la santé estime ainsi à 2,3% le taux d'enfants intellectuellement précoces scolarisés en France. Ce qui représente quand même 200 000 enfants ou 200 000 petits zèbres, comme vous voulez. Voilà pour ces petits zèbres. C'est grâce à vous d'ailleurs qu'on les appelle comme ça suite à une publication il y a quelques années. D'abord, partons des appellations justement. Quelle est la différence entre précoce, haut potentiel et surdoué? Aucune. Aucune. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on parle justement, c'est ça qui est important à noter, c'est qu'on parle toujours des mêmes enfants, quelle que soit l'appellation. Il y a une appellation la plus ancienne en France qui est surdoué, qui est la traduction du gifted anglais, et puis ensuite intellectuellement précoce, vous avez dit tout à l'heure EIP, donc pour enfants intellectuellement précoce, qui était l'appellation choisie par l'éducation nationale, mais ça vient juste de changer. Là, il y a eu une commission
totalement récente, c'est un décret qui est passé, et maintenant, à l'école aussi, on va les appeler des enfants à haut potentiel. Haut potentiel, HP. Donc. Voilà, HP. Et ça veut dire qu'un enfant surdoué ou à haut potentiel a forcément un QI plus élevé que la moyenne? Oui, absolument. C'est le premier critère pour pouvoir déterminer si un enfant est surdoué, précoce, zèbre, HP. C'est effectivement une question d'intelligence, c'est-à-dire que parce que ce sont des enfants, des adolescents, des adultes qui ont des capacités intellectuelles, qui ont une intelligence qui est significativement supérieure à la moyenne. Mais comme on le comprend bien, quand on est incroyablement intelligent, on est incroyablement aussi sensible, perceptible au monde. À quel âge on peut détecter la précocité? À partir de quel âge aussi? Alors, en réalité, les tests existent à partir de 2 ans et demi, mais c'est pas très sérieux de le faire parce qu'il y a beaucoup de facteurs de développement, c'est-à-dire que les enfants n'ont pas les mêmes rythmes. À 2 ans et demi. Et on considère qu'on peut les identifier à peu près de façon stable à partir de 6 ans, c'est-à-dire avec les tests qui correspondent. Avant, c'est prématuré, mais aux alentours de 6 ans, si on a des quelquefois, ça peut être utile pour certains enfants dans certaines situations complexes où l'école, par exemple, a absolument besoin d'avoir un bilan, mais très sincèrement, c'est mieux de le faire un peu plus tard. Comment on détecte la précocité, très concrètement? Alors, très concrètement, on fait un bilan, c'est-à-dire on fait à la fois un test qui va évaluer les multiples facettes de l'intelligence, comment l'enfant pense, comment l'enfant raisonne, quel mécanisme il utilise pour produire un résultat, par exemple. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un test de QI, ce fameux quotient intellectuel, en sachant qu'on n'a pas un niveau d'intelligence dans l'absolu. C'est toujours un score qui est un score relatif, c'est-à-dire ça permet de comparer ce qu'un enfant produit dans une situation donnée ou un adulte par rapport à une population du même âge chronologique. Ce ne sont pas des connaissances théoriques classiques. Et puis on n'a pas 100 kilos de QI ou 28 cm. Oui. Et puis aussi, on fait selon toujours... les domaines, ça change aussi. Oui, c'est ça. Ça peut être de la logique, ça peut être des tests. Oui, c'est pour ça que ce sont des tests dans lesquels il y a énormément de subtests pour explorer les multiples facettes de l'intelligence et comment ça se combine, comment les facteurs d'intelligence se combinent entre elles, et où on ajoute toujours un test de personnalité, parce que l'intelligence ne peut se comprendre que sur un profil de personnalité particulier et réciproquement. Et à la maison, quels sont les signes qui doivent nous mettre la puce à l'oreille pour notre enfant? Alors, c'est toujours un peu compliqué de faire une espèce de catalogue, mais ce qu'on observe assez régulièrement, c'est souvent justement une précocité dans certains apprentissages, mais pas toujours. Au niveau du langage, par exemple, souvent ce sont des enfants qui ont besoin de maîtriser le langage aussi, et ils parlent très bien et très tôt, mais pas forcément avec un langage bébé, c'est-à-dire qu'ils peuvent très bien sauter des étapes. Et puis ce sont surtout, moi je trouve que le plus spectaculaire chez ces enfants-là, et ça reste toute la vie, c'est la curiosité au monde, c'est-à-dire cette forme d'appétence pour comprendre. La sensibilité. Oui, mais la sensibilité au sens vraiment de l'intelligence au sens grec, c'est-à-dire se saisir du monde, c'est-à-dire ce besoin de comprendre, de questionner le monde, d'aller toujours plus loin, parce qu'un haut niveau d'intelligence va toujours avec un haut niveau de conscience, et c'est ça qui peut créer quelquefois ensuite certaines difficultés et des paradoxes au niveau de l'école. Le passage par le psychologue, il est obligatoire? Pour faire un bilan, oui, c'est-à-dire seuls les psychologues sont habilités à faire un bilan, et je crois que c'est important parce que c'est important d'avoir une carte du territoire pour savoir quel est précisément cet enfant-là. Et pour pouvoir mieux lui parler et l'accompagner aussi. Et puis, oui, mais dès qu'on a un doute, c'est important parce que ce qui est toujours un petit peu grave, c'est les autodiagnostics. Parce qu'on a lu un livre, parce qu'on a vu une émission. Je crois que c'est important de savoir de quel enfant il s'agit pour savoir quel besoin il a. Je vous propose d'écouter à présent la question de Chloé. Elle est maman de 2 enfants précoces et elle a une question pour vous. Bonjour, je m'appelle Chloé, j'habite Vincennes dans le Val-de-Marne. Je suis maman de 2 enfants qui ont été diagnostiqués haut potentiel et qui ont 6 et 9 ans. Ma question va porter sur la formation des professionnels qui rencontrent nos enfants, c'est-à-dire à la fois les maîtres, les maîtresses, les pédiatres, les psychologues, les orthophonistes et j'en passe. Je voudrais savoir qui, dans sa formation, reçoit un enseignement sur ce qu'est un enfant précoce. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent que les on-dit de ce qu'est un enfant précoce et qui ne savent pas réellement ce que c'est et qui trouvent très curieux la façon dont fonctionnent nos enfants. Voilà. Donc, merci de répondre à cette question. À bientôt.
Merci à vous de votre question, Chloé, votre réponse justement sur la formation, oui, mais l'accompagnement. Merci beaucoup pour cette question qui est une question fondamentale. La question fondamentale, c'est à la fois la formation des enseignants, donc du côté plutôt de l'éducation nationale, mais aussi la formation des professionnels, c'est-à-dire les psys. Et il se trouve que quand même dans ces deux domaines, cette personne a raison, la formation reste assez floue. Au niveau de l'éducation nationale, il y a un vrai effort qui est en train d'être fait. Moi, je participe à une commission au niveau de l'éducation nationale qui a lieu vraiment en ce moment, justement pour améliorer et mettre en place la formation auprès des enseignants pour qu'ils comprennent. Et il faut sortir à la fois du mythe du génie, c'est-à-dire du premier de classe, mais aussi du mythe d'un enfant surdoué, HP, qui serait toujours en difficulté scolaire. C'est-à-dire que c'est un enfant singulier qu'il faut accompagner dans sa singularité. Et au niveau des professionnels, c'est vrai aussi qu'en psychologie, il y a très peu de formation sur ce sujet. Alors nous, on essaye d'en faire, mais c'est très largement insuffisant. Vous parliez de l'éducation nationale. Faut-il mettre un enfant précoce dans une école adaptée? Moi, il me semble que l'école adaptée, c'est toujours l'école d'à côté de chez soi, et que plutôt que d'aller d'abord, dans un premier temps, chercher une école adaptée, ce qui est important, c'est d'avoir une équipe pédagogique qui a un regard bienveillant et qui est capable d'entendre les besoins spécifiques de cet enfant. Souvent, c'est l'ennui qui le rattrape, et un besoin d'adaptation au niveau de son rythme scolaire. Ce ne sont pas des enfants qui sont mieux avec des gens qui ne sont pas de leur âge, soit probablement des gens plus vieux? Oui, quelquefois, pour certains, oui, mais c'est surtout par rapport au décalage au niveau des apprentissages, le besoin, l'appétence par rapport aux apprentissages, et puis la capacité à pouvoir discuter, de pouvoir s'interroger. C'est vrai que quelquefois, ce sont des enfants, et on le retrouve beaucoup, et même chez les adultes, qui se sentent en décalage par rapport aux autres, parce que leurs questions, leur domaine d'intérêt, leur sensibilité n'est pas la même. Jeanne Frachin, on renvoie aussi à votre association Zèbre Alternative, à Cogito Z. Aussi Cogitose, oui. Cogitose, pardon. Cogitose, oui, je l'ai prononcé à la latine, voilà. Excusez-moi, j'ai voulu briller. Bien sûr, il y a des centres à Paris, et puis il y a tous vos livres. Et surtout, consultez des spécialistes. C'est souvent notre conseil, mais consultez des gens compétents, ça vous aidera, plutôt que d'aller toujours chercher sur Internet. Si vous avez d'autres questions, on sera ravis de les relayer. Pour ça, 3 moyens de nous contacter. Le téléphone 0805 383 383, le mail paris-idf@ensemblec'estmieux.fr, et puis le groupe Facebook Ensemble c'est mieux avec France 3. Merci infiniment. On va partir, nous, du côté du Val-de-Marne. Alors, on l'a compris, dans un endroit, dans une cachette totalement secrète, auprès d'un alambic. Un alambic pour faire de la vieille prune. Enfin, de la jeune prune, mais qu'on boira vieille, ou qu'on boira ensemble, en tout cas. Valérie, exactement, je reçois déjà plein de textos sur mon smartphone pour me dire mais où es-tu, Rafale? Je ne peux pas vous dire, les amis, où je suis. En tout cas, merci de regarder l'émission et d'être de plus en plus nombreux à le faire. Regardez, Laurent Bio va vous montrer la machine dont je vous parlais tout à l'heure, qui sert à distiller cet alcool, cet alambic qui est là et qui fume, un alambic en cuivre. Il est magnifique. On pouvait faire de l'alcool chez soi ici dans le Val-de-Marne. Jusque dans les années 80, c'était très populaire, c'était très facile parce que des alambics comme ça, mobiles ou ailleurs, on en trouvait. Là, on est quand même sur le seul alambic du Val-de-Marne. C'est l'unique. Et on vous le présente ce matin dans Ensemble, c'est mieux. Pour faire chauffer des fruits dans cette machine, il faut évidemment des fruits. Et pour ça, il faut que quelqu'un les amène. Et cette personne, on l'appelle le bouilleur de cru. Le bouilleur de cru du jour, c'est Daniel. Comment ça va, Daniel? Ça va bien. Daniel, tu vis où, toi? Du côté d'Arpajon. Du côté d'Arpajon, tiens, on était il y a pas très longtemps du côté de Méréville jeudi justement, tu vois. Et qu'est-ce que t'as amené toi alors, comme fruit? Voilà, des prunes. Il a ramené des prunes, mais pourquoi? T'en as dans ton jardin, c'est ça? Dans ton verger? Oui, bien sûr. Ça évite de les perdre. Oui, c'est ça. Mais alors, justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de toi de te dire bon je vais utiliser mes prunes pour en faire de l'alcool? C'est pour faire plaisir aux amis, c'est pour. C'est pas tous les ans, hein. C'est une fois tous les 10 ans qu'on fait ça. Ouais, et on a toujours fait ça dans ta famille ou pas? Ah, toujours, oui. Ouais. Toujours. Les parents, grands-parents, ils ont toujours brûlé. Ouais. Et t'as l'impression de plutôt que d'aller acheter des l'alcool au supermarché? C'est pas pareil, c'est pas pareil. Qu'est-ce qui est pas pareil? On a l'impression que c'est fait par nous, quoi. C'est fait par nous, évidemment. C'est une technique artisanale et ancestrale. On en parle aussi avec Jacques qui est là. Hop, je m'approche de Jacques. Hop, comment ça va, Jacques? Je te remercie, bonjour à tous. Jacques de l'association, évidemment, de distillation. Jacques, Daniel, on l'a pas fait exprès. Jacques, Daniel sur le plateau, les mecs. Oh là là, génial. Bien, écoutez, moi je vais vous parler d'une chose très simple. Tout le monde a le droit de bouillir, c'est-à-dire il doit simplement faire la preuve qu'il est propriétaire du verger et des fruits qu'il propose à la distillation de notre association. Et la deuxième condition, c'est qu'il paye les droits
de consommation à la fabrication de l'alcool. C'est un droit, mais que tout le monde a. Combien ça s'élève à combien rapidement? Alors rapidement, en bref, pour une bouteille d'1 litre à 50 degrés d'alcool, ça représente 4,40 € cette année. 4,40 € cette année, hein, pour un alcool à 50 degrés. Si on va l'acheter en supermarché, on est plutôt à combien? Multiplié par 3, 4, hein, mais bien évidemment, il y a la manufacture parce que et le marketing et la mise en rayon, voilà. On est plutôt à 30 €, là on est à 4,50 €, hein, c'est quand même une sacrée affaire. Disons que c'est le fruit du travail de monsieur, du travail du distillateur qui bien sûr se fait rémunérer, mais j'en reviens simplement au fait de ce que tout le monde croyait qu'il fallait un privilège. Mais rapidement mon Jacques, hein, parce que moi je le rends l'antenne. Hein. Ce privilège, c'est un ancien droit, en fait, c'était le privilège de ne pas payer les taxes, parce que Napoléon, il avait donné ça à ses grognards, il n'avait pas d'argent, alors quand il les a renvoyés à la maison, il leur a donné le privilège de ne pas payer les taxes, et puis c'était héréditaire, sauf que fin des années 60, ce droit n'était plus transmissible. Terminé. Bon bah voilà, en tout cas ici on peut aussi collecter son impôt, on verra ce qu'on peut faire pour ma taxe d'habitation. Là, l'alambic tout à l'heure, on vous montre comment elle fonctionne. On va peut-être goûter un petit peu, à tout à l'heure. Soyez la bienvenue, Romane Méance. Vous êtes la créatrice de Nosa Transport, entreprise qui fête sa première année. Bravo, bon anniversaire. Merci. Implantée porte de Bagnolet dans le 20e arrondissement, mais surtout félicitations, plutôt que bienvenue, puisque vous êtes lauréate du prix BGE Talent des Cités, qui a été remis il y a quelques jours. Être récompensée après 12 mois seulement d'existence, ça a quel poids pour vous? C'est énorme. Puisque donc on a remporté le prix national du concours Talent des Cités. Et en plus, on est le lauréat choisi par le ministère de la Cohésion sociale des territoires. Du coup, c'est énorme pour nous. On a reçu le prix des mains de Julien Denormandie, le ministre. Et vraiment, pour nous, c'était... je ne vais pas dire de consécration, mais c'est énorme de recevoir le prix. C'est que le début, mais de recevoir un prix de la part d'un ministre. Et d'un ministre et de la cohésion sociale, voilà, ça fait encore plus sens pour vous? Oui, carrément, parce que j'ai monté cette boîte avec mon associé qui est aussi mon mari. Et du coup, c'est une entreprise, mais on veut aussi qu'elle ait du sens. Donc c'est pour ça qu'elle est dans un quartier politique de la ville, qu'on recrute beaucoup de gens qui sont éloignés de l'emploi. Et on veut que ça ait du sens. Alors justement, on va en parler. Talent des Cités, c'est donc parce que vous implantez dans ce quartier populaire que vous embauchez des personnes issues des quartiers populaires du 20e et de Bobigny et de la Cité de l'Abreuvoir, pour ceux qui connaissent. C'était impensable pour vous de monter un business sans qu'il y ait cette partie-là, pas de solidarité, mais en tout cas d'entraide envers ceux qui galèrent davantage que d'autres? Non, c'était pas envisageable parce que du coup, mon conjoint, il vient de la Cité de l'Abreuvoir à Bobigny. C'est aussi un quartier, il y a un fort taux de chômage. Les personnes, la plupart, sont très éloignées de l'emploi. Ça faisait partie du projet de création de l'entreprise, de base, en fait. C'est vraiment là que vous recrutez? Carrément. Votre mari, les salariés. Je dirais tout se passe là, en fait. Je dirais que Bobigny, c'est mon mari qui s'occupe du recrutement la plupart du temps. Et on a fait 2-3 recrutements par Pôle emploi et tout, mais en fait, les recrutements par réseau, c'est ce qui fonctionne le mieux. Voilà, un tel qui connaît un tel, qui recommande, et ça marche à chaque fois. Alors, en tout cas, les gens se sentent bien chez vous, ce qui doit entraîner aussi ce fameux cercle vertueux de la réussite. On va parler des chiffres, parce qu'en plus, ça marche très bien, en plus de ce prix, de cette consécration. Talent des Cités, c'était la spéciale aussi d'une émission sur France 3 qui s'appelle On a la solution, présentée par Louise Ekland. Évidemment, un sujet vous était consacré. Ils ont rencontré certains de vos salariés. Visiblement, tout va bien. Bonne patronne, regardez. Parti de rien, Nosa Transport a recruté en un an une quinzaine de coursiers issus en majorité de Seine-Saint-Denis. Des coursiers embauchés en CDI, payés un peu plus que le SMIC. Pour certains, c'est le premier vrai contrat de travail. À Pôle emploi, on ne nous appelle jamais, on ne comprend pas en fait, et voilà quoi. Et là, c'est magnifique. Et là, il y a vraiment du taf. Pour ceux qui veulent vraiment travailler, il y a du travail. Dans un mois, Nosa Transport s'installera dans de nouveaux bureaux, toujours dans cette partie du 20e arrondissement, classée quartier prioritaire de la politique de la ville.
Et au départ, vous n'étiez pas prédestiné à devenir votre propre patron, à monter votre business. C'est parce que vous avez été licencié économique que vous avez cherché à vous mettre à votre compte et que vous avez en plus demandé à votre compagnon de vous accompagner dans l'aventure. Voilà, en fait, à la base, l'idée, c'est la sienne. Donc moi, j'étais en poste et voilà, il y a eu un licenciement économique. Et en fait, lui, il a aussi un accident de moto en allant passer la formation. Et je me suis dit, mais attends, plutôt que ça décale ton projet, je vais t'aider. Mais on ne pensait pas au début qu'on irait aussi vite. Et finalement, on a un bon binôme, donc... Voilà, ça marche. C'est ça. Et voilà. C'est là aussi où le système d'aide et d'accompagnement francilien des jeunes entrepreneurs rentre en action parce que vous vous êtes fait aider et que ça a été hyper utile aussi à la construction de votre projet. Comment est-ce que vous avez justement peut-être sollicité ou eu vent ou vous avez eu envie de vous faire épauler? Parce qu'il faut avoir conscience aussi qu'on a besoin d'aide avant de se lancer. Oui, alors nous, on a été accompagnés par l'ADI d'Île-de-France. Donc, grâce à eux, on a eu un microcrédit et un prêt régional à hauteur de 10 000 € au total. Et ensuite, on a été accompagnés par BGE. Et que ce soit l'ADI ou BGE, les deux nous ont accompagnés au niveau du business plan, étudier le marché. Parce que ça, c'est des choses que vous ne saviez pas faire J'avais une base, mais il fallait que je consolide ça. Et du coup, avec l'ADI, on a des experts comme avec BGE qui vous aident en fait à structurer dès le début. Sans quoi, sans ces aides, vous pensez que... C'est compliqué. Se lancer comme ça, c'est toujours mieux de faire valider son projet déjà par un tiers avant même de se lancer, de voir s'il y a une faisabilité. Et puis après, surtout, ce qui nous a aidé, c'est le microcrédit de l'ADI. Sans ça, en fait, vous n'auriez pas pu... non, sans l'ADI, c'était impossible. On n'aurait rien créé, en fait. Alors, résultat, vous avez créé votre projet en novembre 2007, qui a été réellement lancé en 2017, pardon. En janvier 2018. Et au terme de votre première année d'activité, 200 000 € de chiffre d'affaires, 13 salariés. C'est la solidité justement de la préparation au projet qui vous amène à ces résultats-là qui sont assez fabuleux pour une première année d'exercice. C'est vrai que le chiffre d'affaires, il est beaucoup plus que celui qu'on avait prévu au tout départ du business plan, donc c'est génial. Et ce qui fait la force, là où on a réussi, c'est justement à construire une équipe qui est solide. Et voilà. Une équipe solide et surtout une équipe qui est plutôt bien payée. Vous avez une politique salariale, on l'a vu dans le sujet, qui est pas, vous ne faites pas les choses comme tout le monde. Déjà, vous embauchez en CDI à 80% les gens et vous payez un peu plus que le SMIC. Voilà, c'est ça. Pour fidéliser, exactement, pour responsabiliser. Voilà. Et on a certains employés là, qu'on a embauchés en emploi franc. Justement pour. C'est quoi la différence emploi franc et CDI? En fait, emploi franc, c'est une aide qu'on a quand on embauche quelqu'un qui vient d'un QPV, justement d'un quartier. D'accord. Et c'est en phase de test en Ile-de-France et c'est vraiment une super initiative qui a été mise en place. Et sinon, oui, ils sont en CDI la plupart. Et vous, vous essayez d'être le patron que vous auriez rêvé d'avoir? Oui, j'ai sûrement beaucoup de défauts, mais on essaye vraiment d'être à l'écoute. Enfin voilà, de rester à l'écoute, de booster les gens. Voilà. Alors, vous, donc, votre business, c'est de faire du transport léger de marchandises. En gros, c'est le business du dernier kilomètre, on le connaît. Vous travaillez essentiellement pour deux secteurs, on va dire, le luxe et puis le médical et notamment le transport de sang. C'est ça. C'est deux grosses exigences. Ça veut dire que vous-même, vous progressez avec ces clients si exigeants, parce qu'on le sait, ils font partie des plus pointilleux aussi. Oui, donc comme vous le disiez, on a donc deux secteurs, c'est le transport de produits sanguins entre hôpitaux et labos, et ensuite les produits de luxe. Et oui, c'est des clients qui sont très exigeants, mais du coup, ça nous amène nous-mêmes vers l'excellence, en fait. Donc voilà. En tout cas, votre exemple parle de lui-même. Mais qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui n'osent pas se lancer, mais qui en ont envie, mais qui n'osent pas franchir le pas? Alors, je pense qu'il faut vraiment se faire accompagner. Il y a plein de structures en France. Il y a la région, il y a plein dans toute la France, ADI, BGE, mais d'autres structures aussi qui sont là justement en appui aux entrepreneurs. C'est un accompagnement gratuit? Ouais, c'est gratuit. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter dès le début. Il y a aussi des couveuses, il y a plein de choses. Ouais, puis mettre à coucher du projet sur le papier, le proposer et puis voir ce qui se passe. Voilà, mais vraiment structurer, pas se lancer sans étudier le marché. Voilà, il y a des super structures, il ne faut pas hésiter à aller les voir. On parle donc de parcours avec un K et sans S à la fin, discipline qui consiste à franchir les obstacles urbains ou naturels grâce à des mouvements agiles et rapides. Voilà. Est-ce que c'est bien la définition? Est-ce qu'on peut considérer ça comme un art ou plutôt comme un sport?
La vision est différente en fonction de la personne qui le pratique. C'est-à-dire qu'on a tous un parcours et ce parcours nous est personnel. Il y en a certains qui vont chercher le côté performance. Il y a des styles en fait, c'est Voilà. ça dans la façon dont on pratique le parcours. Complètement, on peut être ou alors dans la performance ou alors dans l'artistique. On a vraiment la possibilité, une possibilité infinie en fait dans le mouvement. Le mouvement en soi, c'est justement la vie, comme on le disait. Donc il n'y a aucune limite à ça et on repousse ces limites tous les jours. Alors le parcours, en gros, il émerge dans les années 90. Le grand public en prend connaissance, moi la première, par le biais du film de Luc Besson, Yamakasi, en 2001. Mais vous deux, comment vous rencontrez le parcours? Comment est-ce qu'il vient à vous? C'est à Saint-Michel-sur-Orge, vous voyez un banc et vous dites en fait, je vais le sauter? En fait, j'ai juste continué de grimper et de sauter. Un enfant, comme tout le monde, comme vous, a toujours grimpé, sauté un peu partout. Mais l'idée, c'était vraiment de continuer ça. À un an déjà, vous sautiez déjà du lit à barreaux. C'est vrai que j'étais assez intenable. Mes parents ont eu du mal à me tenir. J'étais très actif et je pense que ça joue aussi là-dessus. Mais avant de sauter de toit en toit, je faisais du rugby, ce qui est complètement... pas forcément. Vous sautiez sur les autres ou sur le ballon. Donc j'avais. Vous n'étiez pas barbier. J'avais une construction physique, en tout cas. Mais elle est comment la vie vue d'en haut? Parce que vous passez votre temps en hauteur. Elle est magnifique. Je crois qu'on n'a plus besoin de présenter Paris et ces magnifiques toits. Ils sont. C'est quelque chose qui est unique au monde. Il y a beaucoup de. Il y a pas tant de films que ça qui se font sur les toits de Paris, mais on a déjà vu des grands acteurs se déplacer comme ça. On a qui Peur sur la ville. Mais on voit les choses différemment aussi. On voit les choses différemment et on a un point de vue différent avec les gens. Les gens, il va y avoir 50% qui vont nous crier dessus, nous demander de partir en nous prenant pour des cambrioleurs, ce qui n'est pas le cas. Et au bout de 10 minutes, vont nous inviter à boire un café pour en discuter. Alors en tout cas, c'est hyper impressionnant. Vous allez nous raconter la coulisse notamment. Alors là, pour le coup, je crois que vous l'avez filmé vous-même avec une caméra GoPro. Mais on a appelé ça quoi, le saut de la mort. Heureusement, pas de mort à la fin. Mais regardez ce que ça donne. Allez, on se le fait en live, c'est parti. Je coupe pas la caméra. Hop là, je la mets autour de mon cou comme ça au moins elle se pètera pas la gueule. Allez, on y va en live. Ok. Ok, parfait ça. Bon, c'était pas la meilleure pointe que j'ai faite, mais l'important sur les toits, c'est pas forcément de faire une belle pointe, c'est d'arriver au point B. Et dans le parcours, c'est point A, point B. Donc peu importe que ce soit propre à partir du moment où vous êtes en vie, on va dire. Je vais quand même regarder cette course-là, parce que ça peut être pas mal là, d'ici à là-bà en saut. Je sais que c'est faisable. Donc j'aimerais le faire en costal, mais en POV. Je sais pas ce que ça va rendre. Au pire, je mettrai la caméra sur le côté, on verra bien. Alors on va le tester en saut normal. C'est parti. Allez. Ok. Mais oui, c'est simple, point A, point B. Voilà. Non, mais vous êtes très lucide quand même, parce que vous dites qu'il faut mieux arriver au point B vivant. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette notion qui est présente. L'idée, c'est de toute façon retrouver ses instincts de survie en soi, c'est-à-dire se mettre dans la configuration la plus proche du danger, de façon à ce que si jamais elle arrive, on puisse arriver à la contrôler. C'est un sport et un art qui a été développé aussi par les pompiers de Paris, c'est-à-dire que en soi, moi je suis pas du tout ce genre de super-héros qui a développé des capacités uniques. Les pompiers de Paris, eux, sont des super-héros qui vont aider les gens et qui ont développé justement ce genre de pratique pour être forts, justement, pour pouvoir accéder à n'importe quel endroit. C'est interdit de faire ce que vous faites. C'est pas interdit, on va dire que c'est toléré. Il n'y a pas de vraie législation. Après, évidemment, sur les toits de Paris, il y a des endroits privés. C'est un peu complexe. Je pense que les toits, c'est vraiment personnel. C'est un apprentissage complet qui se fait en dehors même du côté parcours. Il y a même juste de l'exploration urbaine qui se fait. On n'est pas toujours en train de sauter, on se balade aussi pour regarder la vue. En tout cas, on n'encourage personne à faire demain ce que vous faites sans y être préparé. Complètement. Évidemment. Là, on voit vraiment le haut du pavé. Surtout pas tout seul, c'est pour les spécialistes. Justement, Nathanaël, il faut être un traceur aussi pour suivre le traceur en chef qui est Johan Leroux, champion du monde. On a oublié de le préciser. Mais c'est l'un des seuls Français connus de l'étranger en termes de parcours. Pardon. Je pense qu'on s'en rend pas trop compte parce
qu'on est tellement focus sur la personne qui saute à travers le toit, mais des fois, il y a la personne qui est derrière qui est en train de courir, et c'est tellement naturel de se focus sur la personne qui est en train de sauter qu'on se rend pas compte que moi derrière je suis en train de courir, et puis en même temps il y a des fois des obstacles, donc j'ai un œil sur la caméra, un œil sur le parcours. En fait, oui, c'est ça, c'est vous les héros. Complètement plus dangereux pour lui. Que je ne saute pas au-dessus du vide et que je ne fais pas de... C'est toi la Rosta, il sert à rien. Non, mais c'est le duo qui permet de créer de belles images, et en parlant de belles images, on revient du Japon et on a pu faire du parcours à travers le Japon, à travers les hauteurs du Japon. Et il y a la chaîne YouTube dans laquelle on peut voir ça notamment. Quelle qualité il faut pour être un bon traceur et comment on s'entraîne? Parce que c'est de l'entraînement, beaucoup d'entraînement. C'est vrai que c'est de l'entraînement. Je dirais qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais traceur en soi. C'est à chacun. C'est une arme qu'on va aiguiser pour soi-même. Mais purement le fait de franchir un obstacle et de le faire de façon régulière va en soi vous entraîner à ne plus le voir. C'est plus du tout un obstacle, c'est quelque chose que vous franchissez de manière totalement naturelle. Oui, totalement naturelle, bien sûr. L'entraînement, vous l'avez quasiment tout déjà. C'est comme boire un café. Votre surnom, c'est Zéphyr. Oui. Il paraît que ça a été donné par des moines Shaolin. C'est ça, exactement. On dirait un truc de légende, comme ça, une sorte de catchline de film. Mais expliquez-nous, racontez-nous. C'est vrai qu'il y a pas mal de petites histoires, dont celle-là, qui est que quand j'avais 18 ans, j'ai voulu partir dans un très grand voyage, très loin. Et je me suis retrouvé en Chine. Et avec beaucoup de chance avec les Shaolin, deux frères qui s'entraînaient à Shaolin. Et ils m'ont surnommé Vent d'Ouest. Je pense que de toute façon, c'était en rapport avec ce qu'on se transmettait. Me transmettait un art de la respiration, un art martial. Et moi, c'était plutôt sur le déplacement en soi, non pas martial, mais purement pour créer une route, créer de nouvelles routes. Soyez le bienvenu, Ousmane Ishak. Vous êtes le cofondateur avec Meryl Atou de l'association Dans ma rue. À ne pas confondre avec l'application de la ville de Paris, Dans ma rue. À ne pas confondre avec Lulu Dans ma rue. C'est donc une asso qui organise tous les samedis des maraudes en faveur des sans-abri. L'idée, la particularité de votre action, c'est que vous travaillez dans des zones hyper circonscrites du 13e arrondissement de Paris et du 15e arrondissement. La taille micro pour une aide maxi, en fait? Maxi, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était une envie d'avoir une spécificité dans cette maraude, d'être local et de pouvoir... Ultra local, même, parce que là, c'est vraiment un tout petit périmètre, en l'occurrence. Complètement, dans le sens où on a 5 équipes qui sillonnent les rues du 13e arrondissement tous les samedis après-midi pendant 2 à 3 heures de maraude. Et dans le 15e, c'est pareil, on a 4 équipes qui sillonnent le 15e à la rencontre des personnes sans abri, et on a la chance d'être en partenariat avec la ruche qui dit oui. Donc il y a plein de ruches dans Paris et qui permettent d'avoir un panier solidaire, d'avoir des légumes et de quoi produire de la soupe dans un bar du 13e, toujours avec cette localité-là et des partenaires locaux. Et du coup, c'est on prépare la soupe. Justement, on va revenir sur cette spécificité qui vous amène à des partenariats très forts aussi et qui aident les personnes justement sans domicile fixe auxquelles vous vous adressez. D'abord, pour être très concret, vos maraudes se déroulent le samedi après-midi. Oui. Pourquoi? J'imagine que c'est aussi pour avoir le plus de bénévoles possible et puis pour agir la journée, pour ne pas être, pour être à vue pour tout le monde, justement. Oui, alors c'est aussi parce que c'était effectivement un créneau qui permettait d'avoir plus de bénévoles. Et de toute façon, l'idée, c'est de briser la solitude des personnes sans abri. Et je crois que quelle que soit l'heure, que ce soit le matin, l'après-midi ou la nuit, c'est toujours une bonne occasion de pouvoir discuter avec eux, de créer du lien social et de favoriser le lien social avec eux. Et donc l'après-midi, effectivement, ça permet aussi d'avoir ce genre plus de bénévoles. Alors concrètement, en fait, vous en avez 200, c'est ça, à peu près, qui s'inscrivent sur votre site internet? On a eu beaucoup de bénévoles depuis le début. On en a entre 200 et 300. Pour vous donner un chiffre clé, c'est qu'on a 20 bénévoles en moyenne dans le 13e. Le samedi et entre 10 et 15 dans le 15e. Donc alors que font-ils concrètement? Concrètement, ils sont répartis sur des équipes différentes, dans des chemins différents, et ils vont
avec du café, du thé et de la soupe, ça c'est des prétextes pour pouvoir engager une conversation. Aller à la rencontre des personnes sans abri, c'est ça. Et de pouvoir discuter avec eux. Prendre le temps de discuter avec eux. L'idée, c'est pas de rencontrer un maximum de personnes la journée, mais de prendre le temps de s'asseoir, de les écouter. On peut parler de plein de choses, pas forcément de leur situation précaire, etc. Mais on peut parler de météo, de politique, de plein de choses. Ils ont besoin de parler. Ouais, complètement. Et en tant que bénévole, on peut ne venir qu'une fois, ou alors l'idée, c'est de venir souvent pour tisser un lien entre les sans-abri et les bénévoles et créer aussi un climat de confiance. Alors nous, la particularité de l'association, c'est de pouvoir laisser libre à l'engagement de chacun de venir une fois ou plusieurs fois. Et cette liberté-là, en fait, permet aux bénévoles de venir régulièrement. Finalement, en cassant un peu les codes de dire il faut revenir tous les samedis. Alors cette petite contrainte, on va dire. Voilà, eux, ils viennent plutôt régulièrement, finalement. Mais par contre, c'est important de pouvoir garder le lien avec les personnes sans abri et de ne pas avoir des visages différents. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir revoir un tel le samedi prochain avec le bénévole qui vient régulièrement, quoi. Et c'est comme ça qu'on crée du lien. C'est comme ça qu'on garde confiance, qu'on prend, qu'il y a de la confiance qui se crée auprès des personnes. Alors justement, vous l'avez dit, c'est un cercle vertueux. La confiance s'établit avec les personnes en difficulté et en précarité. La confiance s'établit avec les partenaires que vous avez cités, La Ruche qui dit oui, mais vous avez aussi donc la maison Jean Rodin pour le restaurant L'Âge d'Or, des vêtements chauds, etc., etc. Est-ce qu'aussi le regard du quartier a changé sur ces gens? Est-ce que vous avez l'impression que c'est aussi vertueux dans le regard porté de l'extérieur vers votre travail de bénévole, mais aussi vers les SDF? Alors du coup, c'est vrai que l'idée d'avoir des pulls verts... vous distingue, c'est-à-dire... Ça nous distingue et ça met en lumière, finalement, on voit des passants qui s'arrêtent et qui s'arrêtent dans leur quotidien. Ils vont aller faire des courses, ils vont aller... Voilà. Et puis ils s'arrêtent, ils voient 3 pulls verts autour d'une personne. Ça change des gilets jaunes, déjà. Ça change des gilets jaunes, c'est une couleur qui est un peu plus neutre aujourd'hui. Mais ça attire l'œil et puis ça permet de... Nous, on a des gens qui s'arrêtent, des passants qui s'arrêtent et qui vont donner à manger, qui sortent du magasin, qui vont donner... même des fois de l'argent, mais voilà, en tout cas, ça suscite la curiosité et surtout l'intérêt. C'est ce qu'on veut aussi, de pouvoir sensibiliser. Initier quelque chose. Parce qu'au-delà des maraudes, en fait, ce que vous essayez aussi de mettre en place, ce sont des sorties, des activités de loisirs avec ces personnes sans abri. Vous faites quoi comme sortie, par exemple? Alors, on a tenté de le faire, de pouvoir organiser des sorties avec eux, de pouvoir, voilà. Mais c'est des choses qui sont un peu plus complexes dans le sens où il faut les accompagner davantage, etc., quoi. Vous restez avec nous. Ensemble, c'est mieux, c'est aussi l'envie de créer des échanges inédits, des rencontres, une table ouverte. Voilà ce qu'est notre plateau et c'est notre vue d'ensemble. Soyez le bienvenu, Mathias Malzieu. On est ravis de vous recevoir. Alors, non pas en qualité de chanteur, mais de romancier. On va y venir dans un instant avec cette Sirène à Paris qui sort aux éditions Albin Michel. Une histoire d'amour poétique, mystique, tout comme on aime, en plus sur fond de Paris, en cru. Bref, c'est génial. Vous avez 1000 autres actualités, on en reparlera, mais d'abord parler à l'humain que vous êtes. Et on sait à quel point vous avez le cœur grand. Je travaille, j'ai fait un petit agrandissement, ouais, un aménagement. Ça. On va en reparler, mais qu'est-ce que ça vous inspire justement, le travail d'Ousmane, qui, voilà, avec des bénévoles, mais par le biais d'un voyage, a une sorte de déclic et monte son truc? C'est génial parce que c'est du lien. C'est du lien et on en a beaucoup besoin entre différentes couches sociales, et juste entre les personnes. De créer du lien, c'est important. J'ai eu la chance, par exemple, de voyager jusqu'en Norvège, de me retrouver avec un éleveur de rennes après le cercle polaire, et c'est le lien qui revient. Pour un documentaire sur Arte qui a été diffusé hier. Exactement. Mais c'est toujours ce moment où moi je me dis toujours que si les gens avaient la chance de voyager plus, on aurait beaucoup moins de problèmes d'intolérance, de racisme et tout ça. Parce que quand on se rend compte qu'on est chez l'autre et que c'est différent mais que c'est bien aussi, en fait il y a beaucoup de choses qui tombent et qui s'adoucissent. Et le travail que vous faites, je trouve qu'il est adoucissant. Complètement, c'est un peu ce qui s'est passé pendant ce voyage finalement. On est dans un écosystème de par notre travail ou nos études, etc. Et puis en voyageant et en allant découvrir d'autres... On se confronte. Exactement. Et puis on se rend compte que et on se rencontre aussi. Et on se rencontre soi-même. Exactement. Exactement. Et c'est ça où on s'accomplit soi-même à travers ces voyages et on comprend des choses, on voit des choses
et on ouvre des portes dans l'esprit qui permettent de se comprendre un peu mieux. Il y avait des maraudes amusantes aussi qui étaient pratiquées aux États-Unis. C'est des gens qui se déguisaient en super-héros et qui allaient amener de la nourriture aux gens dans la rue, etc. Donc qui donnaient une dimension ludique aussi. Oui, moins. C'est assez marrant. Une bonne idée à lancer. C'est assez marrant, je trouve, parce que c'est. C'est un autre rapport aussi, ça envoie un message ludique qui n'élude pas le problème, mais qui donne de la dynamique. Qui le transforme, Mathias, vous avez failli ne jamais être avec nous il y a 4 ans. Vous avez découvert que vous étiez atteint d'une maladie de la moelle osseuse qui nécessitait une greffe urgente. Cette greffe, vous l'avez eue. Vous avez passé 11 semaines en chambre stérile. Aujourd'hui, comment ça va? Vous avez une cape de super-héros, un chapeau de super-héros. Super bien, grâce à un personnel hospitalier extraordinaire. Les soignants, je passerai ma vie à... Les infirmières, je les appelais les infirmières. Le professeur qui m'a greffé, c'est un maître Jedi. Et puis évidemment mes proches, parce que sans les proches, tout ça ne marche pas. Et tout ça, ça aide en fait à développer l'intériorité. Parce que quand on est en captivité, j'ai envie de dire, on est un peu comme un otage. J'étais comme un otage, mais dont on s'occupait extrêmement bien. C'est-à-dire que je ne savais pas quand est-ce que j'allais sortir et si j'allais sortir. Mais par contre, j'avais des gens extraordinairement bienveillants avec moi. Et ça, c'est une chance. Alors évidemment, j'aurais préféré faire d'autres voyages, des enfants, des livres, des choses comme ça. Mais à traverser cette aventure, j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai quand même été greffé par le sang de cordon d'une femme qui a accouché en 99 à Düsseldorf, dont les cellules souches ont été conservées dans l'azote liquide à moins 120 degrés pendant 15 ans. Et maintenant, j'ai changé de groupe sanguin. Ah oui. Donc évidemment, ça ressemble à la science-fiction. Il y a des moments, ma voix se met à parler comme ça. Mais sinon, ça va très très bien. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir affaire à de grands médecins. Est-ce que c'est naïf de dire qu'une expérience comme celle-ci, elle change le regard et elle ouvre le cœur aux autres, justement, elle rend plus généreux? Il faut avoir la latence quand même. Ça crée pas quelque chose qu'on n'est pas, mais ça exacerbe. C'est-à-dire que moi, je suis encore pire et mieux qu'avant. C'est-à-dire que j'étais déjà hyperactif. En tout cas, vous êtes cyborg, vous êtes plein de trucs dedans. Bah, c'est un petit peu, voilà, il y a un petit peu du monde du coup, parce qu'il y a une envie aussi, c'est comme si on avait tendu une flèche comme ça, et que j'avais envie de rattraper le temps même inconsciemment. Donc il y a une gourmandise qui se crée, et en même temps, le comble de la guérison, c'est de se plaindre à nouveau. Votre point commun à tous les deux, c'est surtout de regarder, d'aller vers les autres et de s'en nourrir, parce que vous, ça vous nourrit autant... Enfin, vous nourrissez puisque vous offrez des repas, je crois jusqu'à 800 par jour. C'est génial. Parfois, entre 800 et 1000 repas par jour, on ne l'a pas dit, mais c'est quand même juste énorme. Et ça vous nourrit, vous aussi. Donc ça, c'est l'association La Chorba qui distribue plus de 300 000 repas à l'année, 800 repas du vendredi au mercredi soir. Et effectivement, c'est... ça vous fait du bien à vous aussi? Ça me pousse plutôt, ça me motive à me lever tous les matins, et c'est une injustice qui me porte à me battre contre ça. Enfin, voilà, ça me nourrit d'injustice et qui me donne encore plus envie de me lever le matin. Pas besoin du costume de super-héros. Exactement. Oui, c'est ça. En revanche, il faudra rendre les chouquettes. Là, j'ai l'impression qu'il a piqué toutes les chouquettes pour les redistribuer. Mais c'est pour la bonne cause. Vous savez quoi? Vous avez très bien fait. Merci beaucoup, Ousmane Ishak. Et puis, bravo pour Dans ma rue. N'hésitez pas. Ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux pour vous inscrire, le site internet, Facebook. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Ensemble, c'est mieux, la troisième partie, toujours en compagnie de Mathias Malzieu, chanteur, réalisateur et romancier, avec ce tout nouveau livre, Une sirène à Paris. Vous êtes aussi surprisier, vous, dans la vie, en réalité. Alors, c'est les surprisiers, ça vient de la grand-mère du personnage principal, qui cachait des résistants dans la cale d'une péniche pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et elle avait eu l'idée de se dire que pour se remonter le moral, faire plaisir aux autres, ça pouvait remonter son propre moral. Alors évidemment, c'est lié à ce que je vous ai un peu raconté tout à l'heure sur mon moment de chambre stérile. C'est sur la question de l'enfermement, l'immobilité. Et j'y mets bien l'idée que des gens, en temps de guerre, aillent cacher des livres chez les gens, fassent des surprises, aillent émerveiller les gens au risque de leur vie. Donc j'aimais bien l'idée que, voilà, après le couvre-feu, les surprisiers fabriquent des jouets et aillent en distribuer partout dans la ville. Et le début de l'histoire de la sirène, c'est que le personnage que j'incarne un petit peu quelque part, en tout cas au moins en tant qu'auteur, soit un petit peu le dernier des surprisiers. C'est-à-dire que sa grand-mère
vient de décéder, il lui a laissé un livre qui s'appelle Le Livre des Surprisiers, où il a un petit peu raconté toutes les histoires, toutes les opérations commando poétiques qu'ils ont mis en place. Elle lui dit non seulement tu vas le lire, mais surtout tu vas écrire la suite. Alors, moi, je pense que vous êtes un surprisier. Hein. Il n'y a pas besoin de Gaspard et du livre pour le... Mais voilà, c'est ça. L'histoire du livre, on est en juin 2016. La Seine est en crue. On déplore de nombreuses disparitions. Et puis un jour, au son d'un étrange chant, évidemment un chant de sirène, Gaspard Snow découvre le corps donc d'une sirène blessée, inanimée sous un pont de Paris. Elle ne peut vivre loin de son élément et en même temps, elle tue, au bout de 3 jours, ceux qui l'entendent. 3 jours maximum. 3 jours max, en plus. 3 jours, c'est les plus costauds. Et pourtant, Gaspard décide de la ramener chez lui pour la soigner et l'amour va évidemment arriver. Il est plongé dans une course-poursuite folle sur les quais à l'Aquarium de Paris aussi. C'est tout votre univers qui est à l'intérieur et c'est aussi une déclaration d'amour à l'amour et une déclaration d'amour à Paris. Oui, tout à fait. C'était les 2 éléments les plus importants que vous aviez envie de dire, évidemment avec un esprit poétique. C'est bien, vous avez fait tout le boulot, je vous en ai pendant un mois, on va faire toute la promo ensemble. Écoutez, très bien, on fait ça. Je vais faire des siestes, je vais écrire notre livre et puis je vais vous laisser bosser. Et pourtant, votre personnage n'est pas né à Paris. Non. Pourtant, il aime Paris plus qu'un Parisien, et surtout depuis les attentats de Charlie. Exactement, parce que c'est un moment terrible. Et c'est un moment de résilience aussi, où dans le terrible, c'est un petit peu comme ce que je vous racontais à l'échelle de mon attentat personnel sur ce qui m'est arrivé il y a 4 ans, où on est obligé de recréer de la joie et de refabriquer des choses. Et j'ai senti un Paris qui, même dans ces moments terribles, derrière, il y a une solidarité, il y avait des choses. Et ça m'a beaucoup touché. C'est aussi le souffle de ce livre-là, parce que le fait de faire les surprisiers, à un moment donné, il y a un personnage qui demande à un autre, mais nous, on n'est plus en guerre maintenant. Pourquoi les surprisiers, déjà, c'est important tout le temps, mais on est un petit peu en guerre de temps en temps. Il y a un risque. En tout cas, on est dans une période difficile, et dans les périodes difficiles, je pense que c'est là que le périmètre des rêves se rétrécit encore plus, et je pense que c'est là qu'il faut rebooster sa capacité d'émerveillement. Ça ne veut pas dire régresser et se comporter comme des enfants, c'est juste ne pas oublier. Souffler sur la braise. Voilà, un petit peu retourner du côté du bleu de la flamme, du côté où ça passionne et où ça pétille. Et à chaque fois, vos œuvres sont multisupports. Hein. Une sirène à Paris, donc c'est un livre, ce sera bientôt un film. Un vampire avec Clémence Poésie. Ouais. Un vampire en pyjama. Déjà, en 2016, c'était un livre et un album. Et alors, La mécanique du cœur, c'était un livre, un film et un album. Pourquoi? Parce que quand vous créez, vous avez des sons, des mots, des images qui viennent et il faut être joué sur tous les tableaux. C'est de l'appétit, de la curiosité. Et en fait, c'est un jeu. C'est un jeu de connexion. C'est-à-dire que moi, j'adore commencer à écrire une histoire et imaginer comment la sirène va chanter. Et donc, en même temps que vous écrivez la musique. Ouais. De là, l'album de Dionysos est prêt, par exemple. On sort la première chanson. Il y a une petite boulimie quand même. Alors, il y a une grosse boulimie. C'est peut-être lié à ce qui vous est arrivé, à votre maladie. J'étais déjà un peu comme ça. Hein. Mais là, mais ça vous a pas calmé, quoi. Ça a exacerbé, ouais. Du coup, maintenant, je suis hypocondriaque comme c'est pas permis. Et j'ai mes angoisses, mais en même temps, il y a une pulsion d'aventure qui sur le fer a augmenté. Et c'est vrai que c'est un peu le cœur du sujet de ce livre. Alors, vous vous étiez fait aussi une promesse dans votre chambre stérile, c'est d'aller voyager et notamment d'aller découvrir la Norvège, la quête du merveilleux, mais pas n'importe comment en skate, parce que vous êtes aussi passionné de skate. Le doc a été diffusé hier sur Arte, il est donc en replay. On va en voir un extrait, puis vous allez nous raconter à quel point peut-être ça vous a changé. Les livres ne piègent pas l'oralité. Ils sont des gares magiques où l'on peut partir dans les plus incroyables des trains, directement de chez soi. Asbjørnsen et Mo sont les frères Grimm norvégiens. Pendant des mois, ils ont traqué les histoires comme des chasseurs de trésors. Ils les ont exhumées pour les piéger dans des livres, rendant ainsi l'incroyable richesse du folklore norvégien accessible à tous. Le fait que des émissaires poétiques comme Gunn travaillent à cette transmission, ça réconforte, ça réchauffe, ça ouvre le champ des possibles en faisant circuler les histoires. Les enfants de Fierland ont encore devant eux de belles années à rêver. Vous citez Jack Kerouac en exergue de votre livre. Ce skate trip, en fait, c'était aussi votre voyage initiatique, un road trip important. En fait, j'avais écrit une chanson à l'hôpital où je disais « Je vais traverser l'Islande en skateboard à moteur ». 1 an et demi après, je l'ai fait. J'en ai fait un petit texte qui s'appelle « Carnet de bord » qui se retrouve sur le poche de mon dernier livre, Journal d'un vampire en pyjama.
Et là, il y a des gens fabuleusement bien intentionnés qui m'ont dit mais on va le faire pour de vrai, propose-nous un autre pays pour être dans la surprise à nouveau. C'est quoi le prochain? Le Sahara en trottinette On a pensé, moi j'aimerais bien le Bayou en vélo californien. Ah ouais, marrant. Ben voilà. Marrant. Le Bayou en vélo Pas évident, mais marrant. J'aimerais bien. Mais il va falloir aussi que vous restiez un peu à Paris, parce que ça, c'est la nouvelle actualité du mois de février. Vous prenez la direction artistique des Trois Baudets. Alors, c'est une salle mythique de spectacle du boulevard de Clichy, par où sont passés Boris Vian, Brassens, Brel et Gainsbourg. Vous allez faire quoi là-bas? En fait, je propose des petites idées, déjà un petit peu de programmation. Là, on a fait la première soirée avant-hier, où il y avait Olivia Ruiz, Denise et Gisèle Pape. Donc c'était vraiment... Que des filles. Une marraine, que des filles. Très bien. Il y avait une marraine. C'était 3 bonnes fées. C'était pas les 3 baudets, c'était les 3 bonnes fées. Et puis on a fait faire par Margot Hivernel, une super artiste, on a fait faire une fresque qui reprend les illustres de l'époque, à savoir, donc, comme vous les citiez, Brel, Brassens, Ferré, Barbara, Gréco et consorts, mais aussi sur la fresque, il y a Arthur H, Angèle, Stromae. Oui, la nouvelle garde. En fait. L'idée, c'est de créer toujours ce même lien dont on parlait, de transmission et de créer son cercle vertueux. Quoi. Exactement, et d'être dans cet équilibre entre le passé mythique de la salle et le futur. Et c'est pour ça qu'on a fait un petit partenariat aussi avec Harcourt. Et Harcourt nous a offert des photos en exposition. On a Gainsbourg et Vian. Et en même temps, on a Vincent Delerme, Gaëtan Roussel. Et on mélange un peu tout. Et on a même une petite cabine photomaton. On peut se prendre en photo en noir et blanc. Donc on appelle ça la machine à remonter le temps. Et c'est un photomaton Harcourt. Et tout ça est toujours lié finalement. À la même idée, voilà. La même idée. Est-ce que le Flower Burger, les surprisiers dans Une sirène à Paris, j'essaie les Trois Baudets, j'essaie d'en faire mon Flower Burger. Ah bah, on ira voir. Quand j'étais en Norvège, quand j'ai terminé le film de la Norvège, j'ai mis le mot fin à mon livre Une sirène à Paris. Donc toujours, en fait, les choses s'inspirent l'un l'autre par rapport à votre question de tout à l'heure. C'est pour ça que ça marche comme ça, en fait. C'est que je les ressens et je les décloisonne pas pour m'autoriser à la surprise. Et voilà pour le tout meilleur de cette semaine ensemble. C'est mieux. Merci d'ailleurs de votre fidélité grandissante. Ça nous fait du bien et on est bien content que ça vous plaise. N'hésitez pas, bien sûr, d'ailleurs, à nous suggérer vos idées de sujets, de mise en lumière des différentes associations. Pour cela, vous le savez, vous avez 3 moyens de nous contacter. Le téléphone, le 0805 383 383. L'adresse mail paris-idf@ensemble-c'est-mieux.fr et puis le groupe Facebook Ensemble c'est mieux avec France 3. On vous embrasse, passez un excellent week-end et on embrasse bien sûr Laurent Billot qui vous accompagne. Lundi, le programme, Julie, on va parler de quoi dans un... Alors lundi, on va s'intéresser à l'eau du robinet. Savoir si on en boit quand même. On en boit et savoir si elle est toujours bonne à la consommation, etc. Et on parlera aussi de l'agence d'éducation par le sport. Voilà, de l'eau, du sport. Et puis on recevra Andrea Bescon, c'est l'auteur et interprète de la pièce Les Chatouilles qui revient pour une ultime représentation, une série de 12 représentations. Allez-y, ne nous attendez pas, il sera notre invité, mais ne nous attendez pas, c'est probablement le choc le plus absolu que j'ai eu moi depuis 2 ou 3 ans au théâtre. Au Théâtre Antoine, ça se joue les dimanches et les lundis, il reste des places, on en parle lundi, mais allez-y ce week-end. Et passez donc un excellent week-end. On vous embrasse, très belle journée. Votre